Bonjour à tous, correction aujourd'hui de l'exercice 4, donc du TD4, le dernier tapé de l'année, concernant l'induction. Alors là encore, il s'agit d'un exercice qui peut être tout à fait donné en exercice d'oral, donc à traiter rapidement sur même pas une demi-heure, parce que souvent vous avez 2 exercices à traiter sur une demi-heure d'oral, donc un exercice en préparation par exemple, du type CCP IMP par exemple. Alors, un disque éolien entraîne par un système de démultiplication une bobine plate en rotation autour de l'axe OZ. La bobine a une résistance R, une résistance L, elle est fermée sur une résistance R0. On pose R0, grand R égale R0 plus R, la bobine comporte N spires, et surface S se déplace dans un champ magnétique constant B égale B X. Effectue un schéma du dispositif en faisant figurer les notations, les conventions. Alors, je vais d'abord faire un schéma, peut-être représenter les axes, commencer par les axes. Donc, si je choisis une base carte, on va représenter B et X déjà comme ceci. Donc, alors, ici, on va mettre le vecteur UX comme ceci, UY comme cela, et donc UZ pointe vers nous, comme ça. Donc on va avoir un champ B porté par X comme ceci. Alors le disque éolien, donc ça on a dit que c'était une bobine plate. Alors je vais essayer de la faire un petit peu plus plate, mais quand même pour voir qu'il s'agit d'une bobine. Il y a différents fils enroulés comme ceci. Alors cette bobine va pouvoir tourner autour de l'axe UZ. C'est précisé, oui, autour de l'axe OZ. Voilà, donc on a ça. Le champ B, je vais le faire en rouge. Hop, le champ B est porté par X. Comme ceci, on a le champ B. Voilà, et donc la bobine va tourner. La spire va tourner. La bobine constituée va tourner. Alors on va placer tout de suite, qui serait intéressant, un angle θ ici. Donc ça veut dire que nous allons, je vais prendre une autre couleur pour la base polaire associée, ER par définition, le θ directement normal à ER, θ, et donc EZ qui est confondu. Ah, j'ai mis E. J'ai tendance à écrire E pour les bases polaires et U pour les bases cartésiennes. Vous avez dû vous en apercevoir. Bon, tant pis, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, tout est bien positionné. On va peut-être orienter, ah oui, quand même le courant. Alors si je mets en rouge, pour avoir un vecteur, donc la spire, pour avoir un vecteur surface porté par Eθ, si j'oriente le courant dans la spire, le courant I comme ceci, eh bien on va avoir un vecteur surface, on va mettre là, porté par Eθ, le vecteur surface, comme ceci, orthogonal à la spire, dirigé par la règle de la main droite, avec le courant pénétrant dans vos doigts. Vous utilisez bien la règle de la main. Qu'a-t-on de plus à faire? Je pense que c'est pas mal. Alors le θ, on vous dit que... Ah, c'est même pas précisé, peut-être que ce sera précisé après. θ, forcément, ça va dépendre de la pulsation ici, la pulsation angulaire. Ça va être oméga t. Ici. Voilà pour ça. Maintenant, question 2. L'éolienne tourne à vitesse angulaire constante oméga. En régime sinusoïdal forcé, l'intensité I est de la forme déterminée IM et phi A. Une chose qu'on n'a pas représentée, c'est quand même le circuit électrique. On peut peut-être le représenter, le circuit équivalent. Circuit équivalent, c'est pas forcément demandé, mais circuit équivalent électrique. Ça aide quand même. Donc là, évidemment, vous avez un circuit mobile plongé dans un champ magnétique stationnaire. Vous allez avoir apparaître une FEM E extérieure, E induite. Extérieure va apparaître. Alors par contre, on vous dit déjà que le flux propre sera lui modélisé par la présence d'une inductance L. Donc ça veut dire que on va avoir en fait un circuit, on va avoir une FEM induite par extérieur,
on va avoir une résistance qui s'appelle grand R et une inductance qui se note L. Et en fait, je me mets en équivalent pour certains d'entre vous. Donc là, en convention, ici on va avoir du L, ici on va avoir du R. Les mailles, c'est l'équivalent à dire qu'on aurait ceci. Je vais trop vite. On aurait l'équivalent de 2 FEM en fait, dans certains exercices, mais là, on aurait une E propre, une FEM propre, une E induite par l'extérieur, et la résistance ici, c'est la même chose, mais étant donné qu'on vous donne le coefficient d'auto-inductance, mieux vaut considérer en convention récepteur cette bobine. Donc maintenant, on peut l'écrire directement ici, en fait, là. Alors, voilà, déterminer IM et phi. Eh bien, loi des mailles, je vais le refaire, j'aurais pu le refaire ici au circuit. Loi des mailles, je vais le refaire très rapidement, hop. Comme ça, on a bien sous les yeux. E induite extérieure. I est ici. UL, UR. Donc on a E induite qui est égal à RI plus L D2I sur DT. Là, on est en régime normal. Alors, E induite. Maintenant, il faut obtenir son expression. Donc, le cours, ça va être moins la dérivée par rapport au temps du flux induit par le champ extérieur. Du flux extérieur, pardon. Du flux pas propre. Donc, on a dit moins D sur dt de la double intégrale de B scalaire ds. Avec ici sur la surface balayée. Alors là et maintenant on va revenir au schéma. Je vais le refaire ici, je vais le repasser sans arrêt. Donc on a les spires ici qui sont comme ceci. On a dit que l'angle θ était là et donc on avait UX ici. Le θ là. Non. Le R ici bien sûr. Définition et le θ ici. Voilà, donc le Y vertical. Alors, donc ici, on va faire le produit scalaire. Et donc, on a B, bien sûr, porté par UX. Alors, on va faire le produit scalaire entre B et DS. Le DS, je le reprends. Il est ici. Le vecteur surface élémentaire. Là, j'avais représenté le vecteur surface, mais là, le vecteur surface élémentaire, DS. Alors, on s'aperçoit que B scalaire DS, en fait, B scalaire DS, quand vous projetez B sur DS, il vous faut faire apparaître, quand vous utilisez en fait, l'angle pi sur 2, plus ici vous avez bien θ. Donc on va avoir ceci, qui va donc être égal à B cos de θ plus pi sur 2 fois ds, quand on effectue le produit scalaire. Et θ c'est oméga t. ds, en fait, est-ce que le champ B, pardon, est-ce que l'élément de surface, lui, balayé, dépend du temps? Bah non, l'élément de surface balayé, en fait, si je regarde le dessus, l'élément de surface, en fait, on n'est même pas obligé d'aller à un élément de surface, on peut dire directement, le champ B ne dépend pas d'un point de la surface ici. Là, c'est vu de dessus. Enfin, pas vu de dessus, vu de... si on voit la spire, en fait, vue par rapport... si on se plonge au-dessus du vecteur ds, en fait. Donc là, l'air de cette section, c'est pi a au carré. On connaît l'air, je dis A, mais est-ce que c'est A? On connaît l'air de la bobine plate, elle est d'air, de rayon. Ah, c'est même pas précisé. Mais on va pas mettre R déjà de toute façon parce que on a dit qu'il y avait M spire de surface S. Bon, c'est petit s en fait, tout simplement. On va l'appeler petit s. Pas besoin de préciser. Donc petit s, c'est ceci. Pi a au carré. En ayant pris
A le rayon. A le rayon. Donc en fait, on va avoir, étant donné que ceci ne dépend pas de l'élément de surface, on va pouvoir sortir de l'intégrale et on a donc moins b sur dt de b cos oméga t plus pi sur 2 s tout simplement. Voilà, ceci indépendant du temps également, on peut le sortir de l'intégrale, on a moins b s, la dérivée par rapport au temps, de cos oméga t plus pi sur 2. Est-ce que j'ai mis une parenthèse, mais pas forcément le bon parenthèse. Voilà, donc là on dérive par rapport au temps le cosinus, sans oublier le sin moins devant. Donc là, c'était pour dire que c'était des constantes par rapport à t, indépendant du temps en fait. Donc lorsque l'on dérive, on fait apparaître un oméga. Ah, j'ai oublié une chose. Oh là 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 là. Évidemment. Attention, ce n'est pas à travers une spire, mais vous avez n spires. Et j'ai tendance à l'oublier. J'en mets le n là, n là, et n là. Évidemment, ça change le résultat final. Donc on a n moins nbs fois la dérivée de cosinus oméga t par rapport au temps, donc moins oméga sinus oméga t plus pi sur 2. Ce qui nous donne donc n oméga, tout simplement, on peut en fait, j'aurais pu faire cos oméga t bs n oméga bs, voilà l'expression de 1 à 2. Comme ceci. Donc maintenant, ou bien on poursuit, on réécrit. Donc on a n oméga cos oméga t bs égale RI plus L dBi sur dt. Or, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit dès le début? C'est qu'on est en régime sinusiel forcé. Régime sinusiel forcé, j'aurais dû l'écrire directement. Hop, 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 je souligne. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on obtient? Je vais insérer une page. Hop. Eh bien, il nous suffit d'obtenir, je reviens à l'expression qu'on a écrite ici, on va la passer en complexe. Je souligne pour montrer qu'on a complexe. C'est pas faux pour l'instant d'avoir écrit ce que j'ai écrit, mais là ça assied le raisonnement en régime sinusiel forcé. Donc ceci, on va pouvoir l'écrire en notation complexe, justement, passer en notation complexe, et écrire qu'on a donc en notation complexe, donc on a n s oméga e j oméga t. Pour rappeler que cos oméga t c'est la partie réelle de e j oméga t. Je n'ai rien oublié, le oméga ms, le b, pardon, le b quand même, égale donc r plus jl oméga i. im, e, j, alors quelles sont les notations prises dans l'énoncé? On a dit que c'est im et phi, oméga t plus phi, im, d'accord, grand im, que je fasse la même chose. Donc c'est pas un petit im, c'est un grand im, ej oméga t plus phi. Donc on a ça, on peut simplifier par ej oméga t, déjà. Voilà. Et donc on arrive à im ej phi, im complexe. Donc, rappelez les notations im ej phi, qui est donc égal à b ms oméga divisé par r plus jl oméga. Quelle est la question? Déterminer im, je reviens, déterminer im et phi. Ah, c'est pas le même phi, bon, c'est pas grave. Hop, on a phi comme ça. Voilà. Soyez vigilant aux notations. Voilà, donc maintenant il faut déterminer im. Facile. Il s'agit de détermination du im. Im, c'est le module de
plus ceci, le BNS oméga sur R plus JL oméga, autrement dit BNS oméga sur racine carrée de R carré plus L2 oméga 2. Ça, l'amplitude, on s'aperçoit qu'elle dépend. Donc je le mets en remarque. IM. Non, justement, j'ai donné la moitié de la réponse déjà. Remarque, IM dépend de oméga, numérateur, je peux mettre en rouge, et au dénominateur. Hein. On va avoir là la dépendance de l'amplitude du courant qui circule dans la bobine de l'éolienne en fonction de la pulsation à laquelle elle tourne, l'éolienne. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de phi, donc on a comment est-ce qu'on peut déjà, alors là, n'allez pas trop vite, donc phi, ce phi, c'est donc l'argument, il n'y a pas trop de problème, l'argument de n b s oméga sur r plus j oméga. Et ici, donc en fait on peut simplifier, c'est encore moins arguments de r plus j oméga. Là on s'aperçoit que et la partie réelle et la partie imaginaire sont positives. Donc si on regarde, on a un angle phi, un argument ici qui doit être, étant donné que la partie réelle et la partie imaginaire de ce complexe, hein, je vais l'appeler Z comme ça, de ce complexe-là, sont positives, donc à ce moment-là, là vous avez le droit d'utiliser la fonction arctangente. Donc pour obtenir l'angle phi, ça va être, n'oublions pas le moins arctangente, la partie imaginaire, donc L oméga, sur R. Voilà pour ça. Maintenant, donc j'encadre pour montrer qu'on a obtenu ce que l'on voulait. On a le déphasage du courant par rapport à la FEM18 et on a l'amplitude du courant. Voilà, donc on voit que le déphasage dépend également de la pulsation. On poursuit et par la question suivante qui est: quelle est la valeur moyenne du moment gamma' des forces de la place subies par la bobine? Alors, vous posez comme ça, vous dites ouf. Donc gamma', on vous demande la valeur moyenne, c'est ça la question. Alors, on ne peut pas le faire tout de suite, mais là vous connaissez votre cours. Vous vous rappelez que le moment magnétique, vous dites est-ce que vraiment ça va être affreux de calculer le moment des forces de la place, etc. On peut le faire évidemment. Le moment magnétique, lui, il est égal à n i s. Tout simplement, le nombre de spires. Attention, le nombre de spires. Et est-ce qu'on est dans la situation où on peut dire que le moment magnétique, le moment des forces de la place, des forces de la place, est-ce qu'on peut dire qu'il est égal à m vectoriel b? Alors, dans quelles conditions c'est valable? Lorsque le champ B est indépendant du vecteur surface, ne dépend pas du vecteur surface, d'un point de la surface où le champ B traverse. Pardon. Donc là, on est bien uniforme sur S. Donc on peut utiliser cette définition, ce qui sera quand même beaucoup plus simple que d'effectuer le calcul direct. Alors, on reprend, donc on a N, alors c'est pas ce S là, c'est NS, pardon, pour utiliser la notation de l'UC. Alors, N, non, grand N, S. Alors, S, c'est porté par Oθ. Je rappelle le schéma que l'on a ici. Le vecteur S ici, S Oθ, le R est ici, et le champ B est porté par X.
Vectoriel B. Alors je vais écrire EX comme ceci. Et donc E θ vectoriel EX. Alors c'est celui-là, il ne faut pas se tromper, hein. Attention, pas du vectoriel. Vous avez donc oméga t plus θ. Oméga t, pardon, plus pi sur 2. Oméga t plus pi sur 2. Donc ici, cet angle-là qui veut oméga t plus pi sur 2, mais avec un signe moins, dans le sens ici. Et donc ce qui donne au niveau du calcul NIS B sinus de, donc sinus de moins oméga t plus pi sur 2 porté par Eθ EX, c'est Z, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir simplifier en disant eh bien, que ceci, tout simplement, moins NISB cos oméga t, tout simplement. Donc cos θ, cos oméga t. Hop, j'ai pas oublié NISB EZ. Voilà donc le moment des forces de la place qui tend à s'opposer à la rotation. Si le courant I est positif, à s'opposer à la rotation autour de l'axe Z. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, déterminer le moment moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? On a juste oublié une chose. C'est l'expression de I. J'aurais pas dû en intégrer. C'est qu'en fait, I, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'est également... Alors, I, c'est donc, je peux réécrire, c'est IM cos oméga t plus phi. Donc, si je réécris gamma prime, eh bien, c'est moins M IM S B cos oméga t plus phi porté par Z. Et là, sinon, si on avait juste ça, on pourrait dire que le moment moyen, la valeur moyenne, c'est là que je me suis dit, il y a un souci, la valeur moyenne d'un cosinus sur une période, c'est 0. Donc si on n'avait pas eu le fait que l'intensité, elle aussi, dépendait temporellement du temps, oui, tout simplement, dépendait du temps, et bien on avait un couple moyen nul. Donc là maintenant, on va déterminer gamma moyen. Là, ça vous rappelle des calculs. Donc l'expression, c'est N, IN, S, B, cos, oméga t, cos, oméga t plus, I, Z. C'est ça, j'ai pas rien, j'ai oublié. Hop, du coup, j'ai oublié. Non, N. Alors, N, IM, S, B. N, IM, S, B, c'est bon. Voilà, et donc maintenant, on va devoir déterminer la valeur moyenne de ceci. Alors, pour rappeler l'expression, donc c'est, pardon, la valeur moyenne de ça. Donc c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, de t et à t plus dt, de n, un, s, b, plus oméga t, cos oméga t plus phi, z. Donc tout ceci ne dépend pas du temps, sans faire l'intégrale. Le vecteur z non plus, donc on a n, s, b sur t. Et maintenant, donc là pour déterminer, il faut penser au produit pour pouvoir linéariser cos A cos B. Alors, je le mets en rouge ici. En général, ça vous est rappelé dans les sujets de comportement. En tout cas à l'oral, un demi de cos A plus B plus, sans plus ça, cos de A moins B. Voilà, donc ça nous donne maintenant l'intégrale de 0 à t2. Donc je me le dis ici, cos de 2 oméga t plus phi plus cos de phi. Ça me donne le z, hop, ici,
porté par OZ. Et là, donc ici, je l'ai fait comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de calcul numérique. Ici, en fait, on va avoir donc 1 sur 2 oméga sinus 2 oméga plus phi entre 0 et t avec un signe. Qu'est-ce que je dis? Hop. De... Si c'est bon. Voilà, hop, je mets en parenthèse. Plus ici, une cos phi fois t entre 0 et t. Donc ici, évidemment, en fait, ce qui va se passer, eh bien, vous avez ceci qui est égal à 0. Vous pouvez faire le calcul, parce qu'en fait, on a oméga grand T, ça vaut 2pi, et cos de, donc on a sinus de 2 fois 2pi plus phi, pardon, moins sinus phi, moins 8, 0. Mais c'est à maîtriser, ça doit nous sauter aux yeux. Donc il ne reste que, hop, pour la valeur moyenne du coup, les actions de place, n s n b sur 2 fois cos i t entre 0 et grand t, j'ai enlevé z. Autrement dit, n s n b sur 2, ah il manque le t ici, pardon, sur 2 cos phi ez. Donc voilà la valeur moyenne du j'en ai rien oublié, j'ai oublié certainement dès le début au moment de recopier ici, pour ça ici il y avait un signe moins, est-ce que je l'ai bien recopié ici, je l'ai bien recopié, par contre là il est parti, donc je le mets en rouge, un signe moins que je l'avais commenté, signe moins, un signe moins, voilà. Alors, donc là maintenant, on peut vraiment commenter en remarque. Hop, loi de modération de Lenz. C'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure déjà, avant même de calculer la valeur moyenne, loi de modération de Lenz. Vous avez la bobine qui tourne autour de Z, et bien la loi des couple des actions de la place tend à modérer, à empêcher cette rotation autour de l'axe Z. Donc gamma prime s'oppose à cette rotation. C'est-à-dire, hop, maintenant, question suivante. Hop, alors maintenant, l'éolienne. Quand même, le but de l'éolienne, c'est de fournir un couple à l'extérieur. Le moteur éolien a une puissance moyenne P. Représenter sur le même diagramme le moment gamma du couple moteur et gamma prime en fonction de oméga. Alors, là, il y a une chose, c'est posé comme ça, hein, c'est un extrait de sujet de concours, et là, vous n'aurez pas plus entre guillemets, de billes à votre... de choses, de cordes à votre arc que cette année, pour l'année prochaine. Une puissance, il faut maintenant relier la puissance et le couple gamma. Comment? On va le faire par analyse dimensionnelle, vous n'avez pas le choix. Donc la dimension d'une puissance, c'est la dimension d'un travail par unité de temps, donc sur le temps. Qu'est-ce qu'elle travaille? C'est une force. La dimension d'une force multipliée par une longueur sur un temps. Et la dimension d'un couple, il s'agit d'une force, la dimension d'une force multipliée par une longueur, c'est OM vectoriel F. Donc on va faire ça. Voilà. Conclusion, vous avez donc la puissance qui est égale. Alors, quand vous avez des expressions qui sont simples, vous n'allez pas chercher un coefficient, rien n'est donné. En fait, en fonction de oméga, donc vous avez oméga qui intervient, vous allez avoir gamma oméga. Donc, il faut le faire par analyse dimensionnelle pour voir le lien entre les grandeurs, la puissance. C'est un couple multiplié par l'inverse d'un temps, donc par une pulsation. Alors, donc on a maintenant gamma, on va tracer gamma et gamma prime moyen en fonction de oméga. On prend un
graphique. Hop. Comme ça. Le premier, pas de souci, une fonction 1 sur x, c'est très simple. Oméga. Alors je le mets en noir, je vais prendre gamma, qui est donc égal à P sur oméga. Noir, je vais le faire, je sais pas correctement, enfin correctement. De ce type. Voilà. Le couple gamma, la norme du vecteur gamma. Non, oula. Là c'est la norme de gamma. J'ai oublié de le préciser. Sinon il y a un problème d'unité. Maintenant, l'autre expression, je la mets en rouge, on a dit qu'il s'agissait du couple moyen gamma prime de valeur absolue. Donc c'est-à-dire plus n s i n b sur 2 cos phi. Oh, cos phi. Ah, or, cos phi, il faut revenir beaucoup plus haut. Cos phi, qu'est-ce qu'il est? À quoi est égal cos phi? Cos phi, eh bien c'est la partie la partie réelle sur la norme ici de l'hypoténuse. Donc cos phi, ça va être égal à r divisé par racine carrée de r carré plus r2, r carré plus L2 oméga 2. Donc là, il ne fallait pas oublier ça, quand même. Hop, non, ici. Cos phi égale donc partie réelle, donc r, divisé par racine carrée de r2 plus L2 oméga 2. Et donc, je peux réécrire. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié certainement quelque chose, j'ai oublié un quoi? J'ai oublié l'expression de IM dans l'expression de gamma prime tout à l'heure, qui était écrite ici. Est-ce qu'on a encore de la place? Ouais, je peux l'écrire parce que IM ici, attention, il dépend de oméga, parce qu'on veut tracer en fonction de oméga. Alors je vais écrire, comme ça on aura tous sous les yeux, gamma prime égale donc moins ns. Alors IM, on avait dit qu'il s'agissait, on l'avait écrit précédemment là, fois n oméga b s sur racine carrée de r carré plus L2 oméga 2, c'est tout ce qu'on a écrit tout à l'heure, ça c'est IM sur 2. Cos phi, on a dit qu'il s'agissait de R sur racine carrée de R2 plus L2 oméga 2, on arrive au bout, donc ça nous donne moins NS2, N2S2, B2, R, oméga, le 2 est ici, sur R2 plus L2 oméga 2. Vous êtes 2, parce que j'avais toujours essayé. Ok, donc là maintenant, ça y est, on a l'expression du couple moyen. Je vais le réécrire ici pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc la norme en rouge, c'est ici en rouge. Donc le couple moyen, gamma prime, la norme du couple moyen, gamma prime, c'est N S2 au carré sur 2 R oméga sur R2 plus L2 oméga 2. Et donc là, on a une dépendance. Quand oméga tend vers 0, aucun souci. Le couple des actions de la place est nul. Quand oméga tend vers plus l'infini, le couple des actions de la place est nul. Donc là, on fait une étude très rapide. Ça veut dire que donc, on va avoir un maximum, je ne sais pas comment je vais faire, un truc comme ça, un maximum. Donc il faudra étudier la fonction déjà. On va faire juste l'allure maximum. Et on va avoir, peu importe qu'il soit ici ou ici, on va avoir une intersection entre les couples. Entre les deux couples. Et donc on va voir à quoi ça va correspondre. On a dit ça. Représentation manière le moment. La norme, c'est bon. Donc là en rouge, il s'agit de gamma prime. Voilà. Poursuivons. Alors, à t égale 0, la vitesse angulaire est nulle, on débloque l'éolienne. Analysez qualitativement le régime transitoire. On va voir ce qui se passe. Déterminer la vitesse angulaire oméga 0 en régime permanent. Montrer que P doit rester inférieur à une puissance critique nommée P critique. Est-ce que c'est stable ce régime? Bon. Alors.
déjà, petit a, à t égale 0, à t égale 0, oméga de 0, égale 0. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être appliquer la loi du moment cinétique, étant donné qu'on vous donnait les couples. Loi du moment cinétique, appliquée à l'éolienne. D de J, est-ce que c'est donné J inversé? Bon, on va dire que c'est donné. Alors, l'éolienne subit gamma prime et gamma de la part. Donc, gamma prime, c'est le couple des actions de place. Gamma, c'est le couple des actions extérieures. Elle fournit à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on observe quand on regarde le diagramme? On observe ici, n'oubliez pas que c'est la valeur absolue ici. Donc ici, gamma prime diminue. Pardon. La valeur absolue. Gamma prime, qu'est-ce qu'on a dit? Oméga a une puissance P. Et oui, donc en fait, il fournit moins gamma. Il fournit moins gamma à l'extérieur. Donc c'est bon, c'est pour ça qu'on a bien le tracé positif, comme ceci, que subit le système. Il n'y a pas d'erreur, on a bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, gamma prime augmente, on voit, et au contraire, gamma, lui, diminue. Au départ, au régime transitoire. Jusqu'à atteindre, où est le régime permanent, là ici, le moment où vous avez, donc on va appeler point de fonctionnement, ce point-là, parce que c'est le point pour lequel d de oméga sur dt égale 0, donc on a atteint le régime permanent. En fait, il y a égalité, régime permanent, mais égalité en valeur absolue bien évidemment, des couples que reçoit le système. Donc, il cède autant d'énergie qu'il en reçoit. Il cède autant à l'extérieur qu'il en reçoit, le disque éolien. Donc, c'est ce qu'on nous a demandé. Donc, régime permanent. Je réécris. Régime permanent. Donc, d2 oméga sur dt égale 0. Et donc, on a oméga plus oméga. Pardon, gamma plus gamma prime égale 0. Ce qui veut donc dire que, alors comment est-ce qu'on s'appelle la puissance déterminer la vitesse angulaire oméga 0 en régime permanent. Ben, autrement dit, on vous demande de déterminer oméga 0 ici. C'est ça qui est par le calcul. Bon, très bien. Ok, ça veut donc dire que P sur oméga 0 est égal à la valeur absolue, donc ça c'est bon. Donc à N2 S2 B2 R sur 2 oméga 0 sur R2 plus L2 oméga 0 carré. Et là, bah, il suffit de résoudre. On va chercher, on va isoler oméga 0, donc R2 plus L2 oméga 0 carré égale. Je suis pas sûre d'être partie correctement. Donc, R ici au carré divisé par 2P. Voilà, donc on va maintenant isoler oméga 0. Oméga 0 carré plutôt, on va mettre un facteur, oméga 0 carré, donc est égal à. Donc on divise R carré par la somme des deux, la somme avec une différence, pardon, N2, S2, B2, R sur 2P moins L carré. Et donc on s'aperçoit, attention, il y a un problème, il peut y avoir un problème au dénominateur. Le dénominateur doit être positif. Doit rester supérieur à 0. Donc ça veut dire, est-ce que c'était ça la question? Hop. Et montrer que P doit rester inférieur à une puissance critique notée PC ce régime est stable. Voilà. Bon, en fait, on va devoir avoir, ça veut donc dire que N2S, mince. Ah, c'était trop beau le fonctionnement jusqu'à la fin. N2, S2. On va reprendre tranquillement. Vous avez le temps comme ça de commencer le calcul. N2. Alors,
2, S2. Oh là là. S2. B2. C'est bon. Là, sur 2P supérieur à carré. Et donc P critique égale simplement N2 S2 B2 R sur 2 L carré. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Alors, donc là c'est la réponse. Et maintenant, ah oui, le régime est stable. Alors, le régime est stable, on va regarder ce qui se passe. On va revenir au graphe. Qu'est-ce qui se passe? Si oméga augmente, donc je vais l'écrire là, et revenir sur le graphe après. Si oméga augmente, que se passe-t-il? Gamma prime de oméga devient inférieur à gamma. Le couple des actions de la place devient inférieur en valeur absolue. Donc, couple résistant, pardon, couple des actions de la place donc, devient inférieur au couple résistant. Et que se passe-t-il pour la bobine d2 oméga sur dt? Ah oui, bah, on revient ainsi, gamma plus gamma égale j d2 oméga sur dt. Donc là maintenant, ça devient en valeur absolue négatif. Donc ici, ceci décroît inférieur à 0, donc oméga décroît et là, et on repart dans l'autre partie du tableau. On revient ici en fait. On revient ici. Si oméga augmente un peu, en fait, on se retrouve avec d oméga sur dt négatif. Et donc ça veut dire que oméga décroît et on repart, on rebascule dans cette direction-là. Donc ce qui veut dire, en fait, le système va rester à oméga 0. Système reste à vitesse angulaire oméga 0. Oméga décroît. Voilà. Donc cet exercice, assez complet, encore une fois, hein, beaucoup de choses à maîtriser, les notations complexes, les modules, arguments, la notion de valeur moyenne, une analyse dimensionnelle qui n'était pas prévue, des choses comme ça. Donc beaucoup de choses, donc pas très difficile si vous maîtrisez tout ça, mais disons que il faut avoir les choses bien claires, surtout ce que vous avez traité depuis le début de l'année. Voilà, donc à retravailler, à tête reposée, après avoir retravaillé peut-être les régimes sinusoïdales forcés, pardon. Et voilà.